Bonjour, je me nomme Sephora Netro, élève. Alors, c'est quoi l'autisme? L'autisme. L'autisme. Est-ce que... Je sais que c'est un truc d'oreille, un truc de la tête, une maladie quoi. Ça doit être une maladie, mais je sais pas comment elle se développe et tout, mais ça doit être une maladie. Bonjour, je me nomme Coco Ojin Junior. Je suis étudiant à l'université de UAO en licence 2 des sciences économiques et développement, précisément en branche économie. Ok, c'est quoi l'autisme? Selon moi, l'autisme, c'est lorsqu'une personne qui a travaillé mais qui a eu beaucoup d'échecs, voilà, trouve un bouc émissaire ou bien un alibi pour s'adonner à d'autres trucs. Je donne un exemple par exemple. Il y a un dicton qui dit, parfois lorsque certains chôment, ils préfèrent devenir pasteurs. Voilà. Du genre, ils ont échoué dans la vie, ils sont allés à l'école, ça n'a pas marché. Voilà. Et ça donne à un autre truc. Voilà, qui est la religion. Parce qu'ils savent que là-bas, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir de l'argent facilement sans faire beaucoup d'efforts. C'est ça, selon moi, l'autisme. C'est pourquoi on dit parfois, lorsque certains chôment, ils préfèrent devenir pasteurs. Quel autisme! Bon, l'autisme, c'est une maladie grave. Bon, Est-ce on que tu peut sais un dire, peu comment ça se manifeste, cette maladie? bon, je suis pas trop sûr. Parce que, bon, je ne connais pas cette maladie. Qu'est-ce que vous savez de cette maladie? Bon, ce que je peux dire à propos de cette maladie est que c'est une maladie qui est grave. Bon, tu troubles l'homme. D'accord. Madame, c'est quoi l'autisme? L'autisme, moi, à mon avis, mon point de vue, je pense que c'est problème d'audition. Ceux qui ont problème, ceux qui n'entendent pas bien. Est-ce que vous avez une idée de comment ça se manifeste? Bon, là, je ne suis pas trop renseignée. D'accord. Est-ce que vous avez vu déjà une personne qui souffre d'autisme? Bon, oui, j'en connais certaines personnes. Alors, on va résumer de façon générale. Qu'est-ce que vous savez de l'autisme? Je sais que ce que je sais de l'autisme, c'est quand la personne entend. Merci donc d'avoir suivi avec nous ce micro-trottoir. Pour comprendre la question de l'autisme, nous sommes avec professeur Assi Catherine. Elle est maître de conférences agrégée en pédopsychiatrie. Nous venons ensemble de suivre le micro-trottoir. Quel commentaire faites-vous? Je me rends compte que l'autisme, qui est devenu pathologie d'actualité, n'est pas connu. Alors que c'est vulgarisé, même je dirais vulgarisé sur les médias et tout. Les gens, mes parents du Béquet, les habitants du Béquet ne savent pas donner la définition, même ne serait-ce que de l'autisme. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent donc de maladie de l'oreille, et ainsi de suite. Professeur, vous êtes le spécialiste. Les populations ont donné leur avis sur la question. Nous sommes avec vous pour comprendre réellement ce cadre de la maladie. C'est quoi exactement l'autisme, professeur? L'autisme, si on veut le décrire simplement, c'est un trouble grave du développement. Et ce trouble va entraîner une gêne dans la capacité de l'enfant à communiquer avec les autres. Et une gêne également dans sa capacité à être en relation avec l'autre. Quels sont les symptômes de cette maladie? Cette maladie, c'est facile à détecter. À mon avis, c'est facile à détecter, mais la plupart du temps, c'est que les soignants ne tiennent pas compte de l'inquiétude des parents. Et c'est une pathologie qui peut être détectée avant 1 an. C'est-à-dire très tôt, pas de signe d'alerte. Avant 1 an, par exemple, l'enfant qui ne sourit pas en réponse au sourire de sa mère, alors qu'à 3 mois, 2-3 mois, l'enfant, il sourit en réponse au sourire de sa mère. C'est un bébé aussi qui est considéré par exemple comme trop sage, trop calme. Il est dans son berceau, il ne dérange pas. Et les parents sont contents parce que là, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Bon, le bébé gentil, attention, ça peut être un signe d'alerte. Ça peut être des enfants également qui ont tendance à porter les choses à la bouche, tout à la bouche. Et également des enfants qui, par exemple, à 7 mois,
Vous leur tendez les bras, ils ne vous tendent pas les bras. Normalement, à cet âge, à 7 mois, ils doivent répondre en vous tendant les bras. Donc, ils ne tendent pas le bras. Et ce sont des enfants aussi qui... Il n'y a pas ce mécanisme d'agrippement. Je dis quoi? Quand un enfant à cet âge-là, quand la maman veut s'éloigner, il s'agrippe à la mère. L'enfant qui a les signes d'alerte, il ne s'agrippe pas. C'est comme une certaine indifférence. Une certaine indifférence. Et donc, et puis ils ont tendance également à jouer avec leurs mains. Jouer avec leurs mains. En gros, avant 1 an, ce que j'appelle les signes d'alerte, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire de façon simplifiée. Et à partir de 2 ans, jusqu'à 3 ans, les signes deviennent manifestes. C'est clair. C'est l'enfant qui ne répond pas à l'appel de son nom. Qui ne regarde pas l'interlocuteur. S'il veut le regarder, il le regarde rapidement et continue. Il n'aime pas que son environnement change, que ce soit au niveau des personnes, au niveau de la maison, du logement ou autre. Il n'aime pas que son environnement change. Et je vais vous donner un petit exemple. Cet enfant autiste, dont les parents même ont été formés à la prise en charge de l'autisme. Et ils ont déménagé. L'enfant n'a pas été préparé. Quand il est arrivé, il était agité, agressif. Et la maman, en voulant donc le maîtriser, par inadvertance, son doigt est rentré dans la bouche du gamin et il lui a arraché le pouce. Donc c'est pour dire qu'ils peuvent être agressifs quand les choses changent autour d'eux. Il faut d'abord les y préparer. Vous donnez un jouet à un enfant autiste à cet âge, il peut s'intéresser à une partie seulement du jouet. Par exemple, vous lui donnez une voiture à cet âge. Normalement, il roule la voiture, hein, mais l'enfant autiste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture, il fait tourner la roue. Il fait tourner la roue tout simplement. Il ne la roule pas. Donc, il a un comportement envers les jouets qui n'est pas adapté. Les enfants à cet âge-là, vous donnez une voiture, il sait qu'il faut rouler, il va même imiter. Ouh, voilà. L'enfant autiste, il prend la roue, il tourne la roue. Parfois, il met ça, c'est le bruit que ça fait qui l'intéresse. Il ne pointe pas du doigt. Un enfant à cet âge-là, même s'il ne parle pas, il peut pointer du doigt. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un enfant sourd et un enfant autiste. Il ne pointe pas du doigt. Il n'imite pas l'adulte. On fait au revoir, on tape les mains. Non, il n'imite pas. Et il ne joue pas avec les autres enfants. Même si vous le forcez à être au milieu des autres, à un moment donné, vous allez voir qu'il va se mettre dans son coin. Il ne joue pas avec les autres enfants. Il ne parle pas la plupart du temps. Et c'est le motif qui amène les parents en consultation. Quand à 2 ans, l'enfant ne parle pas. Ils viennent en consultation. Parfois, on leur dit non, ça ne fait rien, ça va venir. Parce que bon, parfois les parents aussi se disent, on a parlé tard, donc telle personne a parlé tard, donc ça va venir. Il faut prendre en compte. Les parents viennent parce que l'enfant ne parle pas. Ou bien, quand il peut parler, il répète ce que dit l'adulte. Ce qu'on appelle l'école à lire. Il répète ce que dit l'adulte. Ou parfois, il peut parler, mais c'est un jargon incompréhensible. Ça n'a rien de langage communicatif. Il peut pleurer ou rire sans raison. C'est-à-dire que l'enfant autiste, c'est difficile d'exprimer ses émotions. Il n'exprime pas ses émotions. Et on peut avoir également des comportements un peu bizarres. Certains, par exemple, ils marchent sur la pointe des pieds. Il y en a qui se bouchent les oreilles, même en l'absence de bruit. Et il y en a également qui se balancent, qui vont d'avant en arrière. Et d'autres qui vont jouer avec leurs doigts devant les yeux, par exemple. Donc, il y a des comportements bizarres. Alors, voilà, professeur, quand nous vous écoutons, je ne dirais pas qu'on a l'impression, mais on constate que l'autisme, c'est une maladie des enfants. Ce n'est pas parce que c'est une maladie des enfants, mais parce que détecté très tôt, on peut amener l'enfant à un meilleur développement, un meilleur apprentissage. C'est pour ça que nous, on insiste pour que ce soit des signes d'alerte, ça se fait tôt.
Sinon, il y a des enfants, il y a des adolescents qui sont autistes. Mais quand vous faites l'interrogatoire, ça se développe depuis l'enfance. Et quand ils nous viennent grands, et au cours de l'interrogatoire, on se rend compte que c'est un enfant autiste. Il a tous les symptômes de l'autisme, mais à 14 ans, c'est un peu difficile. D'accord. Professeur, est-ce que c'est une maladie contagieuse ou une maladie génétique? C'est une maladie qui n'est pas, c'est pas dû à un microbe. Donc, elle n'est pas contagieuse. Donc, n'ayez pas peur. Même si dans une famille, on peut avoir 2 enfants autistes, mais elle n'est pas, c'est pas dû à un microbe, elle n'est pas contagieuse. Ça peut être lié à des facteurs génétiques également. Tout cela est en cours. C'est pour ça que je parle de facteurs génétiques. Tout cela, les études sont encore en cours. Ça peut être au niveau des chromosomes et tout ça, les études sont en cours. Il n'y a rien, tout est de l'ordre de l'hypothèse. Voilà. D'accord. Comment se fait la prise en charge de l'autisme? D'abord, c'est les parents qui doivent détecter les premiers signes, ce que j'appelle les signes d'alerte. C'est pour ça que quand les parents viennent vous voir, parce que les parents viennent, ceux qui sont habitués viennent et ils vous disent, mon enfant, il ne parle pas. Il ne parle pas et puis il n'est pas comme les autres, il ne réagit pas. Quand on l'appelle, il ne réagit pas. Même quand il y a un bruit sourd qui tombe, un bruit sourd, on tape quelque chose, il ne réagit pas. Ils viennent parfois très tôt, à 1 an. Et bon, souvent ce que les médecins ou les soignants ont l'habitude de dire, parce que bon, à 1 an, on ne peut pas dire quelque chose, qu'il y a un problème. Donc, ils vous disent, bon, il faut attendre, ça va venir. Mais ça, quand les parents s'inquiètent, il faut tenir compte de l'inquiétude des parents. Surtout parce qu'ils connaissent leurs enfants, ils connaissent les enfants. Il faut tenir compte de l'inquiétude des parents. Donc, comme on dit, il faut qu'ils puissent chercher les signes d'alerte. Ils viennent, quand il y a les signes d'alerte, ils viennent vers vous. Soit c'est les parents qui détectent, soit c'est l'école, soit c'est les enfants qui sont en pouponnière dans des institutions. Ils vont venir soit vers l'infirmier ou la sage-femme, ou après il y a le médecin, le pédiatre, mais ça dans les structures sanitaires, il n'y a pas tout ce personnel. Ce sont des interlocuteurs de première ligne. C'est eux qui vont repérer, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ah, cet enfant a un grand risque d'être autiste, et le réfère maintenant au pédopsychiatre qui lui fait le diagnostic de certitude de l'autisme. Il dit, ah, l'enfant, il est autiste. Donc, il faut le prendre en charge. Et là qu'il faut élaborer un plan de prise en charge. Et cette prise en charge, il y a plusieurs intervenants. C'est ça qui fait sa spécificité. Ce n'est pas une seule personne. Si le pédopsychiatre fait le diagnostic et parfois il peut faire le suivi médical et le suivi médical, il y a également les éducateurs spécialisés qui vont faire des activités éducatives fonctionnelles, et également les psychomotriciens. Ce dont je vous parle, c'est ce que nous avons ici, sur place. Je ne vous parle pas de la prise en charge des enfants autistes en général dans les pays développés. Ce que nous avons sur place, voilà ce que nous faisons. L'enfant, il doit bénéficier d'une éducation. On a dit l'éducation pour tous, l'école pour tous. L'enfant autiste est éducable. Donc, il faut l'inscrire dans une école normale. C'est un peu difficile parce que nos enseignants ne sont pas outillés pour gérer ce genre d'enfants. Donc, quand les parents, même s'ils ne disent pas qu'ils vont inscrire leur enfant, au bout de 2 ou 3 jours, on leur dit, on ramène l'enfant. Parce que même ce n'est pas, l'état de notre pays n'a pas encore intégré les enfants autistes, la prise en charge des enfants autistes dans les écoles publiques. On a parfois recours à des écoles privées pour ce genre de prise en charge. Donc l'enfant autiste, il est éducable, c'est l'école pour tous, sauf les cas les plus graves, là, on peut les mettre dans des institutions. Il y a également l'orthophoniste qui va faire son travail au niveau du langage, au niveau de la stabilité également. Et on a également aussi le pédopsychiatre qui intervient, qui fait le suivi.
Tu vois? C'est-à-dire l'enfant est vu régulièrement par l'éducateur, par le psychomotricien, et puis ensuite par l'orthophoniste, et puis de temps en temps par le pédopsychiatre qui vient faire le point avec les parents et les intervenants. Donc voilà un peu ce que nous faisons sur place. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur Assis Catherine, maître de conférence agrégé en pédopsychiatrie. Et avec vous, nous parlons de l'autisme. Nous sommes à un jour de la journée mondiale de l'autisme. Nous abordons la question avec vous pour comprendre c'est quoi exactement l'autisme, ses symptômes, la tranche d'âge la plus vulnérable, comment traiter l'autisme. Et enfin, quelques conseils aux parents en vue d'une bonne détection ou une détection précoce de cette maladie. Alors, professeur, nous allons allègrement à la fin de notre entretien. La dernière question que je voudrais vous poser, quand un enfant naît, et avec tous ces signes que vous venez de citer, quand le parent constate, qu'est-ce qu'il doit faire, le premier geste que le parent doit faire? Quand le parent constate, si on est en zone rurale, les interlocuteurs de première ligne, je l'ai dit, c'est les sages-femmes, les infirmiers. Il va les voir. Les sages-femmes et les infirmiers sont formés. Eux, ils repèrent, ils vont voir les symptômes. Puis ils vont dire cet enfant est à haut risque d'autisme. Et puis ils l'adressent donc dans une structure spécialisée. Dans la région du Béquet, il y a Boaké. Voilà. Donc ils l'adressent dans une structure spécialisée pour voir un pédopsychiatre pour pouvoir faire le diagnostic de certitude. Et si nous sommes en ville, qu'est-ce qu'on fait? En ville, bon, c'est facile. Les parents vont facilement voir le pédiatre. Donc le pédiatre va dire, mais il faut adresser cet enfant à chose. Il repère rapidement et puis ils envoient ça en pédopsychiatrie. C'est plus facile en ville qu'en zone rurale. D'accord. Alors, professeur, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je dis toujours, quand les parents s'inquiètent, et je sais, depuis que je travaille, que parfois les parents s'inquiètent tôt. Mais parfois les soignants sont trop confiants. Ils se disent ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Quand le parent s'inquiète par rapport au développement de son enfant, il faut prendre ça en compte, surtout au niveau de la communication. Il faut prendre ça en compte. Et référer le parent là où il faut.